Et puis après, on commence à te parler de Jeux Olympiques et donc ça devient le rêve de petite fille devient un objectif et puis petit à petit, il y a des étapes que tu arrives à franchir et même s'il y a beaucoup de petites déceptions en cours, au final d'accéder aux Jeux, c'était vraiment réaliser un rêve de petite fille et puis j'y allais avec d'autres objectifs en plus parce que tu veux toujours aller plus loin. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Mathilde Andro est une ancienne lanceuse de javelot qui a représenté la France au JO de Rio en 2016. Elle détient 5 titres de championne de France ainsi que le record actuel avec un lancer à 63,54 mètres réalisé en 2016. Dans cet épisode, on parle d'un pays qui ne se donne pas les moyens financiers de ses ambitions sportives, de jets d'engins, de pluie brésilienne et de l'importance d'apprendre la résilience. Excellente écoute à vous. Moi, je suis née à Montpellier. Ah, t'es née à Montpellier, ok. Ouais. Oui, parce que j'ai vu que dans ta carrière, à un moment donné, tu y es revenu, il me semble, dans ta carrière sportive. Oui, c'est-à-dire que il y avait un pôle d'entraînement assez spécialisé dans le lancer de javelot à Boulouris, à côté de Saint-Raphaël. Enfin, Ouais. c'est un lieu dit de Saint-Raphaël, là. Et du coup, je m'entraînais avec une coach là-bas sur place pendant 4 ans. Donc, j'ai quitté Montpellier en 2013, ouais. Ok. Le Krebs de Bouloris. Exactement, le J'y ai Krebs de fait, Boulouris. Ah bah oui, le j'ai judo. fait quelques stages mémorables là-bas. Dans le dojo. Et C'est oui, ça, ouais. et oui. En plein été, ouais, je me rappelle Ah, bien. cet endroit est assez Il y a une exceptionnel. série de marches quelque part, je sais plus exactement où c'est, Ah, mais il y a des marches partout, c'est construit ouais. complètement en pente, donc les logements pour aller dormir, c'est tout en haut et le réfectoire et les trucs d'entraînement sont tout en bas, donc c'est oui, à chaque Alors, je fois me rappelle plus de la disposition, mais je me rappelle de ces marches horribles qui ont généré quelques vomis, tu vois, le matin très tôt, là, quand on se faisait les séries de marches en courant, là. Enfin bon, bref, les bons souvenirs du la sport de haut niveau. torture de la prépa physique. C'est ça. Mathilde, je suis super content de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est génial. Bah, merci à toi, c'est un honneur franchement de pouvoir participer à un tel podcast. Moi, je suis assez impressionnée, donc ravie. Je suis impatient, je pense qu'il y a plein de sujets, enfin c'est même sûr, plein de sujets très très intéressants dont on va pouvoir parler. D'autant plus que bah voilà, tu as une histoire, moi qui me parle beaucoup, sport de haut niveau, transition. Aujourd'hui, tu fais autre chose, mais tu restes quand même extrêmement active sportive. Ouais. Il y a Je eu de pense la pas qu'on gestion de puisse la. s'arrêter complètement. Bah ouais, ça fait. On va en parler, mais ouais, je pense que quand c'est ancré dans ton, enfin, ça devient un mode de vie, un mindset plus qu'une occupation. Mais Ouais. on va parler de tout ça. Et puis aussi, il y a un aspect aussi qui m'intéresse énormément, c'est ta gestion de la blessure et puis tout l'aspect résilience mentale dans un sport que je connais assez peu, mais en préparant l'épisode, finalement, dont je me suis rendu compte il semblait être méga exigeant mentalement. Donc, hâte que tu nous parles de tout ça. Mathilde, du coup, la première question, et ben, c'est tout simplement qui est Mathilde? Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Et ben, je m'appelle Mathilde Andro, je suis originaire de Montpellier. J'ai été lanceuse de javelot à un niveau national et international pendant une bonne dizaine d'années. Je suis aujourd'hui du coup encore recordman de France de la discipline et j'ai participé entre autres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Ça, c'est pour la partie ex-sportive. Et aujourd'hui, je suis kinésithérapeute et depuis 2 ans maintenant, parce qu'avant j'ai fait un peu de libéral, un peu de plutôt kiné du sport, etc. Depuis 2 ans maintenant, je travaille dans un centre de rééducation qui est spécialisé sur la prise en charge des personnes amputées. Ok, Voilà. d'accord. Qui est à Montpellier, Qui est juste à côté de Montpellier, ouais, au Gros du Roi, au bord de la mer. au Gros du Roi. Ok. Ok.
Ah non, mais alors attends, ça c'est fou parce que j'avais vu que tu étais en CHU, mais j'avais pas compris que c'était un centre spécialisé pour les amputés. Ouais. Il y a de fortes chances que tu aies croisé certains de mes invités et un en particulier qui s'appelle, alors attends, parce que lui, son asso est basé à Albi, qui s'appelle Jérôme Bernard et qui a une asso qui s'appelle Ose Move. Je sais pas si ça te parle? Ah, on m'en a parlé, mais alors non, pas encore. Non? OK, Moi, j'avoue que ça fait que 2 ans que je suis dans ce d'accord. milieu-là, on va dire, mais ça me passionne, donc je pense y rester un bon moment. Ouais, ouais, je vais être amenée certainement à... Ouais, bah, je pense qu'il y a des chances, ouais, parce qu'il est pas mal actif dans la région et justement son asso, l'objectif de l'asso, c'est de faciliter l'accès aux lames, aux prothèses, etc. et à la reconstruction par le sport de personnes que lui appelle néo-amputés. Je sais pas si c'est un terme médical ou autre, mais lui il dit néo-amputé. Oui, après, Jérôme. enfin, oui, oui, c'est un terme qu'on utilise, ce qu'on Ouais, peut ok, utiliser de temps en temps. Après, ok, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse majorité des personnes amputées qui sont, en tout cas, nous, dans le centre, on les prend en charge, qui sont des personnes avec des pathologies vasculaires, des pathologies, enfin, beaucoup de pathologies annexes qui ont entraîné en amputation. C'est pas, les cas d'amputation traumatique sont quand même vraiment pas les plus fréquents, on va dire. Donc, ah ouais, ok, c'est pas ok. ce qu'on a en plus. Ça Ah, représente, j'aurais pas cru, tu vois. à l'échelle nationale, ça représente 30% des amputations. Les amputations traumatiques, c'est des personnels plus jeunes, c'est souvent des personnes du coup plus sportives aussi Ouais, parce que bah, y a une grosse majorité où c'est des accidents de moto. Et, et après, ben, les 70% restants, c'est ben, des séquelles du diabète notamment. Et c'est terrible. Et donc, c'est des personnes plutôt plus âgées avec voilà, des pathologies plus importantes autour, comme bah, le diabète, du surpoids, une artériopathie, des choses comme ça. Mais ok, le sport est tout aussi important. Donc, voilà. ok, ok, ok. Activité physique, en tout cas, est tout aussi importante. Ouais, d'accord. Bah écoute, intéressant, mais peut-être que vous croiserez un jour avec Jérôme et Osmove. Ouais. Ok, donc tu disais grosse carrière sportive, tu as été sportif de niveau pendant une dizaine d'années. Un Aujourd'hui, peu plus. comment? Un peu plus? Un peu plus, ouais. Ouais. Bah justement, ça, comment est-ce que tu as découvert le javelot et à quel moment est-ce que c'est devenu Pourquoi? ton activité principale? Euh, alors moi j'étais très 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 sportive dès petite. Il a fallu me canaliser un peu. Alors bon, hyperactive, tout ça on ne disait pas tellement de ma génération. J'ai 34 ans en fait. Ok, Et, euh, et du coup j'ai fait sport-études gymnastique quand j'étais au collège. Enfin, j'ai commencé à l'école déjà, je faisais une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Ensuite au collège je faisais une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. Gymnastique artistique, hein, les agrès barre poutre sol saut. Et puis ben, mes parents étaient un peu grands, donc quand j'avais fait des tests pour entrer dans des centres d'entraînement où vraiment on parlait de grosses quantités d'entraînement, parce que 20 heures par semaine en fait en gymnastique c'est pas beaucoup, c'est plus 40 heures en général dans les grands centres comme dans notre wow. région à nous, Marseille. Enfin dans notre région, c'est pas ma région, mais enfin voilà, dans le sud quoi. Et mon père fait presque 1,90 m, ma mère un petit 1,70 m, donc on m'avait dit vous êtes mignonne mais changez de sport quoi. Et du coup, bah, au lycée, enfin au lycée, au collège, j'étais pas très grande, hein, je faisais 1,55 m en troisième, mais j'étais déjà un peu grande par rapport aux autres et j'ai commencé l'athlétisme par le saut à la perche, parce que j'avais un de mes entraîneurs de gym qui m'a fait découvrir le saut à la perche avec un groupe d'entraînement génial à Montpellier. Et là, j'ai découvert le soleil, s'entraîner dehors, respirer l'air pur. J'ai fait ma première compétition d'athlétisme. Alors à la gym, il fallait se ranger par ordre de taille. On changeait d'agré sur la musique. C'était quelque chose de très très strict. Les heures d'échauffement, le nombre de minutes d'échauffement était compté. Enfin, c'était voilà. Je suis arrivée sur ma première compétition d'athlé bah, parce qu'évidemment, avec un passif de gym, j'avais un peu des facilités, on va dire, pour le saut à la perche. J'avais des bons repères dans l'espace, tout ça. Donc on m'a proposé tout de suite de faire des petites compétitions en Benjamin, même à l'époque, minime, je sais plus, j'ai un an d'avance, alors je devais avoir 14 ans peut-être. Et, euh, et j'ai adoré ça, la liberté d'arriver quand on veut sur le stade, d'aller s'échauffer quand on veut. On arrive, on nous dit à 9h30, t'as les haies, à 13h30, t'as la perche, à 15h, t'as le lancer de javelot, et entre-temps, tu fais ce que tu veux, t'es au soleil dehors, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai découvert l'athlé comme ça, et il se trouve que j'ai été aussi assez douée pour le lancer de javelot au départ, ce qui n'était pas du tout une vocation. Moi, j'ai une famille de sportifs, mais mon père a fait
plutôt du rugby, mon frère du rugby, mon grand-père du côté de ma maman a fait beaucoup de chasse sous-marine, mais je connaissais pas du tout le lancer de javelot, pas du tout. Enfin, puis ça m'attirait pas, honnêtement. Au départ, j'avais un peu une image de truc de bourrin, voilà. Non, mais faut être honnête. Et puis en fait, et ben, quand tu as des facilités, bah, tu lances un peu loin, donc tu rencontres des coachs passionnés. J'ai fait après petit à petit des stages nationaux. Là, j'ai rencontré voilà, vraiment des coachs mordus de ça, qui ont commencé à me parler un peu biomécanique, un peu. Et ça m'a plu parce que c'est un geste, comme tu l'as dit, qui est assez technique, assez exigeant. Et c'est de la puissance et de l'explosivité, donc c'est un mix entre la force et la vitesse, et selon les techniques choisies, selon les capacités physiques aussi, enfin les qualités physiques aussi des lanceurs, on va plus opter sur la force ou plus opter sur la vitesse. Donc les lanceuses cubaines qui faisaient 3 pas d'élan, une mine, ça me plaisait pas. Par contre, le côté élastique et explosif de notamment bah, alors Corman du Monde qui est tchèque, ou bon, il y avait une russe à l'époque que j'aimais bien voir lancer, mais elle a été chopée pour dopage, donc je l'aime beaucoup moins du coup. Mais voilà, c'est vrai que ça a commencé à me plaire parce que c'est quelque chose d'élastique, c'est assez impressionnant et c'est très joli en fait, gestuellement, le lancer de javelot. Enfin, joli. Ça a quelque chose d'esthétique, quoi, comme le saut à la perche. Moi, ça me plaisait Ouais. bien, ça me rappelait la gym. Enfin, limite, t'as envie de mettre les pointes de pied quand t'es en l'air, quoi. C'est voilà. Et ben, javelot, c'est quelque chose de très élégant. Tu remarqueras que souvent sur les photos des affiches d'athlétisme, même quand c'est des épreuves combinées qu'on présente, etc., c'est souvent une photo pendant le lancer de javelot qui est mise parce que ouais, c'est assez élégant comme geste. Donc voilà, et puis après, bah, de rencontre en rencontre, tu as des coachs qui te disent Mathilde, quand même, il y a des compétitions intéressantes à faire. Alors tu fais les championnats d'Europe junior, les mondes juniors, et puis les championnats d'Europe espoir, et puis après, ben, on commence à te parler de Jeux Olympiques, et donc ça devient le rêve de petite fille devient un objectif, et puis petit à petit, il y a des étapes que tu arrives à franchir, et même s'il y a bon, beaucoup de petites déceptions en cours, au final, d'accéder aux Jeux, c'était vraiment réaliser un rêve de petite fille, et puis j'y allais avec d'autres objectifs en plus, parce que tu veux toujours aller plus loin que juste participer, et donc ouais, c'est une super expérience, et c'est vraiment une discipline que j'ai appris à aimer et que j'aime beaucoup, et j'adore changer un peu les préjugés des gens à ce sujet-là parce que ouais, c'est énormément d'explosivité, énormément d'élasticité, donc c'est très complet en termes de préparation physique, et bon, c'est un peu de répétition où on lance des trucs contre un mur, mais, mais c'est sympa, voilà. Euh, du coup, les spécificités du sport, donc est-ce que tu peux peut-être nous en parler sans trop rentrer dans les détails, mais les javelots, parce que en fait j'ai découvert que à une époque, Ah, le déplacement du centre de gravité. exactement, les javelots, on arrivait à lancer des javelots à plus de 100 mètres, c'est ça, et ça devenait trop compliqué pour l'organisation des compétitions parce qu'en gros il n'y avait pas de longueur suffisante. Et ouais, ben, alors le record du monde historique, c'est 104 mètres quelque chose. C'est une performance, et je me rappelle plus le nom du gars, c'est nul. Je me rappelle plus. Bon, c'est un mec de l'Est, hein. Et du coup, c'était dangereux parce qu'en fait, sur un stade laquelle la configuration, très souvent, le lancer de javelot, il est à l'autre bout du stade par rapport soit au saut en hauteur, soit au saut à la perche. Donc si le javelot il commence à venir se planter dans le tapis de hauteur, ça craint. Du Ouais. coup, c'était des javelots qu'on appelle, enfin aujourd'hui on les appelle des javelots planeurs. Le centre de gravité était vraiment en plein milieu. C'est des engins, il faut savoir, pour un homme c'est 800 grammes, pour une femme c'est 600 grammes. On dit engin, j'ai encore dit engin. Chaque fois que je dis engin, tout le monde rigole autour. Mais... C'est le terme, voilà, c'est le terme. ok. Et du coup, ça fait 2,60 m de long pour un javelot masculin et 2,40 m de long pour un javelot féminin. Enfin, c'est environ ce que je te donne. Et du coup, c'est vrai que quand ça prend bien le vent, bah, ça plane un peu. Et comme le centre de gravité était en plein milieu, ça avait tendance à, dès qu'il y avait une petite rafale, vraiment planer beaucoup. Et donc, on a déplacé le centre de gravité un peu vers l'avant pour que les javelots soient devenus piqueurs. Ok. Mais bon, le record du monde actuel encore aujourd'hui, qui est détenu aussi par un Tchèque, c'est 98-48. Donc, on est quand même Oh, pas loin des punaise. 100 mètres de l'autre bout du stade. Wow, ok. Et donc, à partir du moment où, c'est-à-dire que les 800 grammes pour les hommes, 600 grammes pour les femmes, c'est ce que le javelot doit faire absolument, ou c'est le minimum, tu dois Il être y a soit une au-dessus, petite soit en dessous? fourchette. Ok. Il y a une toute petite fourchette, mais qui est c'est souvent entre 600,
5 et 615, je crois, ou 620. Il D'accord, faut ouais. pas, enfin vraiment la fourchette est petite, la disposition aussi du centre de gravité sur la longueur, elle est à quelques millimètres près. Donc les javelots, avant d'être officiellement acceptés dans un concours, ils sont pesés, mesurés et on évalue la position du centre de gravité. Et ensuite, ils sont acceptés dans le concours par les juges. Donc ouais, il y a quand même des, enfin c'est très strict quoi. Tu peux pas choisir ce que tu veux Ouais. comme matière, tu peux pas choisir ce que tu veux même pour la poignée, c'est-à-dire l'endroit où tu tiens. Il faut pas que ce soit mouillé, il faut pas que ce, enfin il y a plein de voilà. D'accord. Et le matériau, c'est quoi? C'est du carbone? C'est un alliage? Ouais, c'est carbone et aluminium, ça dépend. D'accord. La dureté varie en fonction aussi enfin, des choix, on va dire, des athlètes par rapport aux conditions de vent, par rapport à leur manière de lancer aussi. Il y a des gens qui lancent très à plat, donc qui adorent lancer avec un petit vent de face ou même un fort vent de face. Quand tu arrives à lancer très à plat avec un fort vent de face, ben, c'est comme quand un avion décolle, quoi. Il décolle plutôt face au vent, un avion, pour Ouais. avoir la portance. Et moi j'avais plutôt un défaut, j'avais tendance à lancer un peu trop haut, donc j'aimais bien plutôt le vent de dos, parce que le vent de face me faisait pas trop de cadeaux. Mais bon, après, il y a des gens aussi qui arrivent à s'adapter à chaque vent pour gérer l'angulation de leur lancer. Hein, on parle du très très haut niveau. Et, mais en général, ouais, plus le javelot est rigide, moins il est déformable, donc plus il peut subir des conditions de vent un peu difficiles. Donc en général, c'est beaucoup de carbone. Et après, plus il est souple et plus le centre de gravité est on va dire, proche du milieu, plus on arrive à lancer à plat et à profiter d'un vent de face. D'accord. Mais ces javelots-là, du coup, aussi, qui sont hyper intéressants à lancer, c'est difficile de le lancer techniquement, parce que si pour le coup ton angle d'envol est pas bon, bah, le javelot il va pas se planter sur la pointe, il va se planter sur la queue, on dit, donc plutôt à l'envers, et ça abîme un javelot très vite, et donc notamment dans les petites compétitions, c'est un peu rageant quand les filles veulent lancer les javelots et les massacres. Ouais. Ah, voilà. Parce que du coup, au niveau auquel tu étais, bah, c'est-à-dire au plus haut niveau en équipe de France, une lanceuse a combien de... T'as tes javelots à toi ou tu partages avec tout le monde? Alors, tu as forcément un fourreau de javelot d'entraînement, on va dire, parce que bah, à l'entraînement, tu fais des séances entre, bon, on va dire une centaine de G. Alors, ça peut aller à beaucoup plus de 100 pour certains en certaines phases de préparation, à beaucoup moins de 100 pour d'autres. Ça dépend vraiment des profils de lanceurs. Mais donc, il faut avoir 5 à 10 javelots de qualité, mais de qualité d'entraînement. Comme je te disais, il y a tellement de modèles différents que si tu veux t'entraîner à lancer des javelots où il faut vraiment être précis dans l'angle d'envol, évidemment qu'il faut des javelots de qualité à l'entraînement et ça coûte assez cher. C'est entre allez, 800 et 1200 euros le javelot. Et il Ah y a oui. des javelots d'entraînement bien moins chers que ça, mais qui du coup te permettent pas forcément de travailler avec des javelots de cette qualité-là. Et ensuite, quand tu arrives en compétition, bah, à partir du moment où le juge a pesé, mesuré, validé ton javelot, il est accessible à toutes les filles de la compétition. C'est pas Ah ouais? personnel. Ce qui est à la fois normal, mais ce qui est à la fois frustrant, parce que c'est vrai que, notamment dans les compétitions en France, le niveau est pas tellement homogène, et dans des championnats départementaux, régionaux, interrégionaux, ça arrivait que les filles abîment un peu les javes, mais bon, elles y sont pour rien, personne ne fait exprès, tu vois. Mais à 1000 euros le javelot, c'est frustrant. Ah mais attends, mais c'est énorme ça. Donc t'arrives avec tes javelots. Moi je pensais que t'allais me dire que finalement ils étaient sur mesure, tu vois, à toi, tu les connais au gramme près. Et en fait, Non, une non. fois que tu l'as pesé, une concurrente peut te le prendre, quoi. Voilà. Et même dans les compétitions internationales, c'est-à-dire bah, par exemple hein, les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, euh, il euh, y a pas une liste exhaustive de javelots. Hein. Il y en a, allez, s'il y en a une vingtaine qui sont présents dans les concours sur les listes internationales, c'est grand max. Il y a deux grosses marques qui se concurrencent sur la fabrication, c'est Nordic et Nemet. Et bon, il y a Polanic aussi, mais qui fait un peu moins de cette qualité-là, même s'ils sont en train de se développer là-dessus. Donc bon, il y a certainement aussi des Polanic. Mais il y a une liste, et si ton javelot que tu amènes pour être pesé fait déjà partie des javelots engagés sur cette liste, ils te le prennent même pas. C'est-à-dire que D'accord. si la compétition fournit, moi j'ai mis lancé avec un EMET 75, voilà. Si la compétition fournit un EMET 75, je vais même pas amener le mien pour le faire peser parce qu'ils vont pas me le prendre, quoi. D'accord. Voilà. Mais Alors sauf là, que c'est vrai qu'en France, il y a très peu de compétitions qui fournissent des javelots, donc c'était toujours à nous d'amener nos bons ouais. javelots et voilà.
Ok, bah alors là, du coup, tu réponds à une. C'était pas vraiment une question que j'avais parce que j'avais pas vraiment percuté, mais sur Wikipédia, en fait. Ouais. Tu tapes lancer de javelot sur Wikipédia, il y a une photo d'une lanceuse danoise et elle a un Mhm. javelot aux couleurs. Alors, c'est Allemagne ou Belgique. Et j'étais passé dessus en me disant, tiens, ok, chelou, bizarre qu'elle ait d'autres couleurs. Mais j'imagine que c'est la raison, Ah en fait, non. du coup, Ah oui, pour oui, laquelle, tu vois. les couleurs des javelots, elles sont standards. Enfin, les Ok, Németh, bon, après, ça fait 3 ans hein, que j'ai arrêté la compétition. Alors, si ça se trouve, il y a vraiment des choses qui évoluent là-dessus et que j'ai pas forcément entendu parler. Mais les Németh sont violets et la pointe, enfin, la queue, du coup, l'extrémité, pas celle qui se plante dans la terre, elle est souvent bicolore. ok. Mais c'est vraiment des modèles standards. C'est-à-dire que les millimètres Donc, rien à 75 voir sont avec le tous drapeau. violet, jaune, rouge. C'est D'accord, pas. ok. Ok, ok. Voilà. Ah oui, là, ouais, ça doit être du violet, alors la partie principale, jaune et rouge. Ok, d'accord. Ok, donc c'est moi qui. Ok. Ok, ok. Ok, bah c'est plus subtil que ce Ben, que je ça savais. évite quand même pas mal de risques de tricherie, Ouais, tu vois. et oui. Parce que quand tu arrives au jeu, souvent, enfin, le CNO, il a fourni à peu près tous les. Enfin, je sais pas si c'est le CNO d'ailleurs, je dis ça, mais tous les modèles de javelot les plus utilisés. Donc personne en fait n'arrive avec son javelot perso et lance son javelot perso. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt bien, ça équilibre Ouais, les c'est chances, clair, le effectivement. règlement est plus strict. Effectivement. C'est juste, voilà, c'est juste dans des petites compétitions où c'est assez frustrant parce que c'est pas évident de s'acheter un javelot, c'est pas évident d'avoir les moyens de le faire, c'est pas évident d'avoir les aides pour le faire si on peut avoir des aides et ça s'abîme très vite. Ouais, ouais. La durée de vie d'un javelot, pour finir sur l'aspect technique, c'est combien de lancers à peu près? C'est assez difficile à dire. Ça dépend évidemment de s'il prend des chocs. Tu vois, je te disais à l'entraînement, on peut avoir des fourreaux d'une dizaine de javelots. Tu vas lancer plutôt en premier ceux que t'aimes le moins Ouais, et en dernier ceux que t'aimes le plus parce que bon, ça peut arriver qu'ils se tombent l'un sur l'autre et à ce moment-là, bah, il y a des petites encoches qui se font sur le métal et ces petites encoches à terme avec les vibrations en l'air. Un javelot en l'air, ça tourne sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai comme souvent en fait il y a des modèles de javelots où ils sont torsadés. Le dessin est torsadé et quand tu les lances, tu vois que ça tourne, c'est super joli. Mais du coup, ça crée aussi euh, des vibrations et des rotations qui font que la moindre petite encorche, bah, à terme, hmm, elle abîme et puis le javelot il perd un peu de grammes et s'il perd un peu de grammes, bah, il est plus accepté en compète et ainsi de suite. Mais une durée de vie exacte, je ouais, saurais pas dire. ok. Il y en a qui repeignent les javes, enfin qui repeignent, ouais, qui remettent un petit coup de spray sur la pointe pour recolorer de la même couleur, pour récupérer quelques grammes, pour voilà. C'est pas considéré comme la triche, hein, à partir du moment où le centre de gravité et le poids est toujours bon, il Ouais, y a aucun souci. Mais quand t'aimes un jave, t'as envie de continuer à le lancer. Non mais c'est voilà, c'est certainement psychologique après parce que c'est parce qu'après tu le prends pas avec toi au jeu, hein, mais il y a voilà, il y a des attaches comme ça où ça arrive de garder le javelot plusieurs années, ouais. Mais d'y faire très attention. Tu peux pas les lancer tous les jours à l'entraînement et espérer les garder plusieurs années. t'as gardé tes javelots des jeux? Alors, bah, au jeu, du coup, je te disais, j'ai pas lancé mon Java à moi, et puis j'ai très mal lancé au jeu, donc j'avais surtout pas envie de garder mon Java. Le javelot avec lequel j'ai battu le record de France, c'était un javelot qui était à moi, enfin, qui était à moi. Je m'entraînais à Boulouris à l'époque et il faisait partie de mon four Boulouris. Et quand j'ai quitté Boulouris, il est resté là-bas. Donc ça a été un peu Ok. difficile à Aïe, aïe, aïe. accepter. Non, voilà. Mais c'est un m 75. Enfin, moi, mon javelot préféré, du coup, c'est celui-là. Mais ce qui veut pas dire que ce soit le meilleur javelot. Hein, mais mon javelot préféré à moi. Ok. Eh ben écoute, merci pour ces précisions techniques, c'est quand même beaucoup plus clair du coup maintenant. Et comme plein de choses, en fait, quand tu connais pas un sujet, tu te dis, oh, ouais, c'est juste lancer un javelot, quoi, tu vois. Mais en fait, non, il y a plein de subtilités, des histoires euh, mince, De conditions de de vent, centre de d'envol. gravité, Ouais. etc. Tu vois, enfin, techniquement, c'est évidemment bien plus pointu que ce que ça en a l'air quand tu creuses pas le Mm. sujet. Donc, Mais au moins maintenant, c'est plus clair. il faut s'imaginer vraiment que on fait beaucoup de préparation physique, on fait beaucoup de musculation notamment, enfin voilà. Mais parce que il faut réussir à transférer ta vitesse horizontale quand tu cours à ton bras quand tu lances.
Et pour ça, il faut que ton dernier appui, donc le moment où tu vas transférer cette vitesse de course à ton bras, enfin tu vas y agiter aussi ta vitesse de bras évidemment, il faut être le moins déformable possible. Et il faut s'arrêter avant la ligne. Donc pour être indéformable et s'arrêter avant la ligne et avoir une transmission de force maximale avec le moins de pertes possible, il faut que ton corps il soit le moins déformable possible. Et pour ça, forcément, en termes de force musculaire dans le bas du corps et de gainage et d'élasticité dans le haut du corps pour permettre un chemin d'accélération maximale à ton engin, tout ça, ça demande, ça fait beaucoup de paramètres à travailler. Mais au bout de ta main, après, tu as un engin qui fait 2,40 m à 2,60 m et 600 à 800 grammes. Donc en fait, c'est comme si tu construis t'es dans ton stade de rugby, tu construis ton avion en papier parfait et tu te dis, je vais le lancer sur la ligne médiale et tu mets un gros coup de bras et là, le truc, il te tombe à 2 mètres devant toi parce que t'as pris la rafale de vent au mauvais moment ou t'as pris le mauvais angle d'envol. En gros, c'est un peu ça, quoi. Il y a des moments où tu fais des lancers, tu te dis, punaise, si j'avais eu une balle de 600 grammes, elle serait partie à cuse. Mais l'espèce de truc, il a fait un geste pourri en l'air et il s'est planté qu'à l'arrache. Voilà. Parce que la météo, comment est-ce que la météo est prise en compte par... Elle l'est pas. Elle l'est pas du tout, jamais. Il y a les deux seules disciplines en athlétisme où le vent a une très grosse influence sur les performances et n'est pas mesuré, c'est le lancer de javelot et le lancer de disque. Ouais. Bon, parce que pour le poids qui fait 7 kg pour les mecs et 4 pour les filles, et pour le marteau qui fait pareil 7 et 4, le vent n'a pas une grande influence. Ouais. Mais voilà, pour toutes les disciplines de course et de saut, l'anémomètre mesure et valide ou non les conditions de vent pour un record. Mais pour le javelot, non. Et la perche, il n'y a pas d'anémomètre parce qu'en fait, le vent n'aide pas à la perche. Enfin, ouais. Quand je dis vraiment, le vent a une influence positive sur la perf, quoi. Parce que à la perche, quand tu cours avec ta perche qui fait 4 mètres de long et que tu as du vent, c'est très très galère de courir. Mais donc là non plus, le vent n'est pas mesuré officiellement dans les records, mais par contre il n'a pas une influence très positive, quoi. Alors ouais. qu'au Jav et au disque, il peut avoir une influence très positive et très négative. Ok. Fascinant tout ça. Alors tu nous disais avec beaucoup d'humilité, très modestement, que tu as eu des débuts où voilà, la façon dont tu l'expliquais, j'ai l'impression que les choses se sont mises en place. Il n'y avait pas vraiment de plan initialement. Tu as touché à plein de sports différents, puis le javelot a pris de plus en plus de place, puis on t'a encouragé à, on va dire, monter les échelons des compétitions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence à te parler des jeux. Est-ce que dans un coin de ta tête, finalement, tu vois, la jeune femme ou encore adolescente, tu vois, peut-être même qui se met à faire 20, 30 heures d'entraînement par semaine, est-ce que tu l'avais dans un coin de ta tête? Est-ce que tu te disais, un jour aller au jeu en javelot, ça serait incroyable? Ou est-ce que quand on a parlé la première fois, ça a été un peu... t'as pas bien compris ce qu'on me disait, tu vois? Tu dis, non mais pourquoi il me parle de ça à moi? Ça s'est passé comment? Je peux pas dire que j'ai pensé au jeu très tôt. Évidemment, je suivais les Jeux Olympiques à la télé. J'ai des souvenirs. J'ai souvenir d'avoir vu voilà, des performances, notamment à Sydney, ou des trucs où je me disais, les Jeux Olympiques, quand tu fais du sport, c'est un événement qui met des étoiles dans les yeux. Et tout de suite, tu te dis, ça fait rêver, quoi. Mais même en 2000, même à Athènes, je me disais pas, ouais, moi aussi je veux y aller parce que ça me paraissait très loin, 60 mètres, ça me paraissait... Il y a eu très peu de Françaises qualifiées en grand championnat. La dernière Française qualifiée en grand championnat, donc grand championnat, c'est-à-dire championnat d'Europe, du monde, aux Jeux Olympiques, c'était en 2003, avant moi. Donc, si tu veux, entre 2003 et 2016, je me suis identifiée à personne à la télé en me disant si elle a réussi, pourquoi pas moi, quoi. C'était plus, apparemment en France, on n'est pas très bon. et donc, après, c'est devenu un objectif. C'est vrai que j'ai rencontré notamment un entraîneur allemand et qui entraînait une lanceuse allemande qui est devenue aussi aujourd'hui une amie, qui est Christina Obergfell, qui a, elle, un record à plus de 70 mètres au javelot. En discutant avec lui, en voyant, en ayant son regard à lui sur ma manière de lancer et mes qualités physiques, me dire, mais bien sûr que tu peux faire plus de 60 mètres, donc c'était des catégories un peu plus jeunes.
en ayant justement des coachs comme ça, passionnés. Donc moi, mon entraîneur de Saint-Raphaël s'appelait Magali Brissot. Son mari, David, a fait les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc c'est palpable, quoi. Quand ça devient comme ça Ouais. palpable, ça devient des objectifs, mais c'est devenu pour moi un objectif palpable, allez, en 2012. Ok. Voilà. 2012, il y avait les Jeux de Londres. Ils avaient fait pour Londres des minima espoirs, c'est-à-dire qu'en athlétisme, bah, les catégories, c'est un peu comme dans tous les sports. Hein, tu as minime, benjamin, minime, cadet, junior, espoir. Espoir, c'est entre 19 et 22 ans, donc c'est moins de 23 ans. C'est une catégorie qui dure 3 ans. Et c'est vrai que le lancer, donc les disciplines de lancer en général, font un peu partie des disciplines qu'on appelle à maturité tardive. Le marathon, les disciplines de long notamment aussi. Et du coup, bah, en espoir, les minima internationaux seniors, ils te paraissent un peu durs, quoi. Et, et, euh, et donc, ils avaient fait des minima espoirs. Bref, c'était 59 mètres. Et bon, j'ai pas du tout fait 59 mètres, j'ai fait 57 et quelques, mais j'étais pas loin. C'était 2012, vraiment, je m'étais dit, ah ouais, punaise, se faire une expérience à Londres, ce serait pas si inaccessible que ça, quoi. Et donc après, bah, j'ai eu mon diplôme de kiné à l'école de Nice. Je suis allée m'installer sur Saint-Raphaël pour m'entraîner. J'ai, et là, vraiment, l'objectif, c'était les Jeux de 2016, quoi. Donc à partir de 2012, on va dire. Voilà, C'était à vraiment partir de ouais, 2012. Ouais. la première fois que tu es devenue championne de France Oui, après j'avais, oui, en senior, ouais. en senior. Enfin, Ok, en ouais. élite, non, enfin, Ouais, comment dire. Oui, j'étais pas senior, mais c'était en catégorie élite. Oui, c'est ok. vrai que 2012, c'est ma première année championne de France. D'ailleurs, titre que tu as remporté tous les ans jusqu'au Jeu de Rio. C'est ça, Ouais, hein, sans interruption. 2012, 13, 14, 15, 16. Boum. ouais. Ben ouais, mais tu vois, 2012, Londres. Londres, minima 59. J'étais assez loin. C'était une frustration, mais ça a été aussi une carotte, quoi. Vraiment de me dire, tard, c'était pas si loin, ça devient palpable. 2013, 2013, c'était les mondiaux de Moscou. Bon, là, les minima étaient un peu loin. C'était compliqué. C'était l'année où je devais avoir mon diplôme de kiné. Il y avait aussi les championnats d'Europe espoir. Donc, mon objectif de la saison, c'était plutôt les championnats d'Europe espoir. Mais je gagne les championnats de France. Je fais les championnats d'Europe espoir. Après 2014, championnat d'Europe à Zurich. Là, je me dis en début de saison, enfin, je me dis, hein, avec ma coach, on construisait les objectifs ensemble, évidemment. Euh, Là, c'était vraiment l'objectif, de dire, OK, un premier pas en grand championnat senior, puisque j'avais fait des championnats seniors, enfin des championnats avec l'équipe de France A, je veux dire, c'est les, les, les championnats d'Europe par équipe, les coupes d'Europe hivernales, où on s'en sortait plutôt bien. On avait une équipe de France plutôt homogène et c'était assez génial de faire des concours comme ça internationaux où tu te compares à vraiment des filles de niveau, enfin, de niveau podium internationaux, quoi. Donc, mon premier championnat d'Europe, c'était en 2010. Et, euh, et donc, 2014, je gagne le championnat de France. Je fais 59 mètres 80. Pour Zurich, les minima, c'était 60 mètres. Enfin, les minima français. Et j'ai pas eu ma chance. 2015, les championnats du monde, les minima, c'est 61 mètres. Je gagne le championnat de France. Je fais 60 mètres 60, 60 mètres 40. Et j'ai pas eu ma chance. Et du coup, oui, j'ai été championne de France 5 fois de suite, mais moi non plus, pour toutes les filles derrière ou toutes les jeunes filles qui commencent le JAV ou tout, machin, moi non plus, j'ai pas représenté quoi que ce soit dans le fait que ce soit possible, tu vois. Ça reste quand même très frustrant de. Oui, t'as été championne de France, mais t'as aucune visibilité, donc c'est très difficile de trouver des partenaires, c'est très difficile de trouver des sponsors, c'est très difficile d'avoir les moyens de te consacrer à ton sport pendant encore 2 ans pour essayer de faire les jeux. Enfin, voilà, beaucoup de frustration là-dessus. Ok. Ouais, j'avais vu. Donc les championnats du monde de Pékin, c'était quelle année, tu disais Les mondiaux de Pékin, c'est. Est-ce que c'est. Parce que les JO de Pékin, c'était 2008. Je suis pas sûre que les mondiaux de Pékin, ce soit pas 2013, il me semble, c'était Moscou. C'est 2015, tu crois, Pékin? C'est peut-être 2015, Pékin, ouais. D'accord. Parce que j'avais vu que tu n'avais pas été qualifié pour 40 cm. Et en fait, là, avec
les chiffres que tu as donnés à chaque fois, ça se jouait à ça en fait, 20 centimètres, 40 Ouais, centimètres. ce qui est frustrant, c'est que voilà, c'est des choix fédéraux, c'est-à-dire que les minima français, ils sont toujours un peu plus hauts que les minima internationaux. Donc c'est pas parce que tu es invité par la fédération internationale que ta fédération elle te qualifie. Et je trouve personnellement, et puis aujourd'hui je fais plus partie de la Fédé, et j'ai plus besoin de dire que je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est très dommage de pas donner la chance à un athlète, une athlète de représenter son pays et de se faire une expérience, parce qu'une carrière ça se construit, une C'est expérience à clair. l'international ça se construit, et ça veut pas dire envoyer des touristes, ça veut pas dire baisser le niveau d'exigence. Ça veut dire, quand tu as des disciplines, notamment comme la nôtre, où c'est vrai que depuis 2003, il n'y a pas de sélectionné international, et que tu as quelqu'un qui est pas loin, punaise, donne-lui sa chance, quoi. Et je suis très contente de voir que, enfin très contente et je sais pas si que contente, mais très contente. Pour les Jeux de Paris cette année, ils ont rajouté une clause dans les modes de sélection, et cette clause c'est que seront prioritaires à la sélection les athlètes qui sont champions de France de leur discipline et qui sont, avec leur performance, dans les 32 meilleurs mondiaux. D'accord. Et pour te donner une idée, être dans les 32 meilleurs mondiaux, c'est parce que la Fédé internationale, systématiquement pour les Jeux, invite 32 personnes. Il y a 2 concours de qualif à 16 personnes, quels que soient les concours. Donc les concours, c'est les sauts et les lancers. Hein. Les courses, c'est encore un peu différent, il y a encore plus de monde invité. Mais dans les 32, l'année dernière, pour faire dans les 32, il fallait faire un peu moins de 61 mètres au javelot. Donc, Ok. donc c'est accessible, quoi. Ça veut dire que la Française championne de France cette année, enfin, potentiellement, elle va aller représenter son pays aux Jeux Olympiques. Et je trouve que ça devrait être une clause qui reste pour tous les grands championnats, parce que il faut qu'on ait des représentants, il faut qu'on ait du coup des têtes d'affiche, pas des têtes d'affiche, mais évidemment que si elle y va et si elle fait pas une grosse performance, elle sera pas tête d'affiche, mais elle sera soutenue dans sa ville, dans sa région, dans son département, pour se préparer aux Jeux de Los Angeles en 2028. Et tout ça, ça construit une carrière, et c'est important. Voilà. Bien d'accord avec toi. On se forge à travers les expériences et donc bah ouais, c'est sûr que du coup, plus tu as la possibilité de vivre des épreuves, des compétitions, etc., où tu as de la gestion d'enjeux, la gestion de la préparation, la confrontation avec les adversaires, bah, j'imagine que c'est là où tu engranges le plus, quoi. C'est pas. Ouais, voilà, Voilà, c'est ça. C'est vraiment, enfin, je pense que voilà, il y a des détracteurs qui vont dire, ouais, mais on envoie des touristes, on envoie des gens qui sont pas médaillés. Ben ouais, mais en fait, un grand championnat. Enfin, moi, je suis arrivée aux Jeux Olympiques à Rio. Déjà, le stade de compétition était à presque 2 heures de bus du village olympique. Donc, quand tu pars pour ta compète, tu restes pas mal assis ton cul dans le bus. Ensuite, tu arrives sur le stade, le terrain d'entraînement est à une demi-heure de navette. Donc, Ah ouais. tu sais que tu vas t'échauffer, ensuite tu vas faire une demi-heure de navette, ensuite tu as 45 minutes de chambre d'appel sous les gradins. Donc, cette 45 minutes plus 30 minutes, ça veut dire que tu t'échauffes un peu plus de 2 heures avant ton épreuve. Ouais, donc Et, t'es plus du tout échauffé, quoi. toute la difficulté, c'est de trouver le protocole d'échauffement qui te convient à toi pour conserver un maximum d'influx nerveux, tout en restant échauffé, tout en gérant le stress, le bruit, le fait qu'en plus il a plu, donc le concours d'avant nous a été interrompu pendant 30 minutes, donc à ces 45 minutes de chambre d'appel, tu rajoutes 30 minutes d'attente, et enfin, tout ça, c'est des choses où je voyais des filles qui restaient assises, je voyais des filles qui faisaient de la visualisation, je voyais des filles qui faisaient du lancer de balle contre un mur, je voyais des filles avec un élastique, et moi, eh ben j'avoue, je savais pas trop quoi faire, quoi. Je savais pas ce qui me correspondait, et je pense que ça se construit. Ça se construit de Ouais. savoir ce qui te correspond pour rester chaud, pour garder ton influx nerveux, pour tout ça. Donc ouais, je suis arrivée sur le stade, j'avais 3 G, et j'ai fait 56 mètres 80, et c'était mon record en espoir, quoi. Donc enfin, c'était pas bien. J'avais plus d'influx nerveux. Moi, mon problème au jeu, ça a été vraiment la gestion de ce temps d'attente énorme, et ce manque d'expérience pour me connaître dans ce temps d'attente énorme. Voilà. Super intéressant. J'avais vu, bah, donc tu le disais en intro, alors je sais plus en quelle année tu as établi ce record, 63 mètres 54, 2016. 2016. Ah ouais, donc 2016. l'année des Jeux en plus, tu as fait ça.
Et ouais, j'arrive alors. Donc ça faisait 2014, minima 60 mètres, 59,80 championne de France, tu restes à la maison. 2015, minima 61 mètres, 60 mètres 60 championne de France, tu restes à la maison. Et j'arrive en 2016 et c'était au mois d'août, je crois en plus, au mois d'août 2015, qui sortent les minima pour les Jeux. Et là ils disent minima internationaux 62 mètres, donc déjà 1 mètre de plus que pour les championnats du monde l'année d'avant. Et minima français 62 mètres 50. Record de France de l'époque 62 mètres 50. Donc là, je me dis ah ok, bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Là, j'ai dit à ma coach, écoute, voilà, ça fait 2 ans que j'ai mon diplôme de kiné, 2 ans que financièrement, sans l'aide de mes parents, sans les petits coups de main de mon frère quand je l'appelais en SOS, enfin, je m'en sortais pas quoi. Enfin, franchement, c'était galère et heureusement que j'ai eu des parents qui croyaient en moi, qui ont pu m'aider aussi. Et puis une coach comme Magali qui était passionnée, qui était mordue et qui travaillait pour la Fédé, donc que je ne payais pas. Enfin, ça a été énormément de petites choses qui ont fait que j'ai eu de la chance et que j'ai pu continuer à m'entraîner encore en 2016. Mais quand je bats le record de France, c'est vrai que ça a été aussi un espèce de bout du tunnel. Et je pense que c'est pareil, nerveusement, même si je mourrais d'envie d'aller au jeu à la fin de la saison. J'ai fait les minima, la troisième compète, le 21 mai. Les jeux, c'était je sais plus, enfin, mi-août. J'ai dû lancer le 16 et le 18 août. Enfin, c'était loin, quoi. Et nerveusement, je pense que j'étais épuisée. Enfin, moi, je l'interprète comme ça aujourd'hui. Après, la vérité, je l'ai pas. Hein. Mais ça a été ouais, le bout d'une quête, quoi. Waouh, j'ai enfin fait les minima. Alors que ça devrait être ouais, ça devrait être une passerelle, ça devrait être une étape facile, ça devrait être bon. Maintenant que j'ai fait les championnats d'Europe, maintenant que j'ai fait les championnats du monde, maintenant que du coup bah, les partenaires locaux me suivent, me croient en moi pour les Jeux, c'est plus facile. Tu t'enlèves une charge mentale de comment je vais payer mon loyer et payer mes courses et enfin voilà. Ouais. Puis là, ça déclenche plein de questions. Ça fait quand même plusieurs fois que tu l'évoques et je pense que c'est de plus en plus clair. En tout cas, s'il y en a qui écoutent le podcast depuis un moment, j'ai régulièrement des sportifs de haut niveau, mais aussi des gens tu vois, qui ne sont pas nécessairement sur des listes ministérielles, puisque c'est ça, être sportif de niveau, c'est avoir un numéro de sportif de niveau, Ouais. mais des gens qui sont sportifs professionnels, on va dire, tu vois, en tout cas qui essaient de l'être. Et le sujet de l'accès au fonds, enfin tout simplement de l'argent, en fait, en France, dans le sport, ça revient quand même régulièrement. Tu vois, moi, j'ai des invités qui ont Ouais. complètement arrêté, qui étaient parmi les meilleurs dans leur discipline, en triathlon notamment, et qui ont arrêté, alors que c'était des espoirs français, parce que en fait, juste, ils pouvaient plus quoi. Il y Mais avait plus d'argent. je trouve ça dur parce que on a une passion pour le sport, on accueille les Jeux Olympiques. Les gens qui regardent, enfin l'année dernière, c'était les mondiaux d'athlètes, mais moi les gens autour de moi qui me disaient mais qu'est-ce que c'est ces résultats de merde? J'avais envie de leur dire mais les gars, ils ont pas les moyens. Ouais, C'est-à-dire que les ouais. mecs, même les mecs qu'on voit à la télé participer aux championnats du monde, il y en a quelques-uns, évidemment, qui sont médaillés, qui sont recordmen du monde, qui gagnent leur vie très correctement, enfin, voilà, et heureusement. Mais en athlétisme, en France notamment, je parle que de ce que je connais, et puis c'est pas pour juger, pour dire qu'on fait pas bien et qu'il faudrait faire autrement, mais je pense qu'il y a des choses à faire. En catégorie jeune, on est bon. Dans les bilans au championnat du monde junior cadet, au championnat même d'Europe espoir, franchement, on est bon. Mais par contre, il se passe un truc entre la catégorie junior et la catégorie senior. Parce que en espoir, oui, toutes les disciplines à maturité précoce, alors à l'inverse de maturité tardive, quoi. Toutes ces disciplines-là, bah, on n'est pas mauvais. Et les mecs, du coup, bah, quand tu fais des perfs en championnat d'Europe espoir, bah, ça t'ouvre tout de suite des portes pour un peu de visibilité, un peu de sponsor. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Enfin, pour pouvoir te libérer du temps pour t'entraîner, comme tu dis, le nerf de la guerre, bah, c'est d'avoir les moyens de le faire. Ouais. Mais pour les autres disciplines, on perd énormément d'athlètes parce que t'as 20 ans, donc c'est le moment où il faut choisir ce que tu fais comme études. T'as plus le lycée, le truc, la cantine, le machin. Enfin, il faut savoir comment tu manges, où tu dors. Tu veux t'entraîner, mais l'INSEP, peut-être que si t'as pas fait de performance en espoir, ça devient très compliqué d'y rester. Enfin,
il y a plein de choses qui font que ces athlètes-là, qui sont passionnés et qui croient en eux, et ben pour réussir à le faire, il faut qu'ils soient aidés. Et pour ça, il faut qu'on mette les moyens. Et moi, je pense il y a des choses à faire politiquement. La réponse, je l'ai pas, mais quand on me dit bah, qu'est-ce que tu proposes, ben, moi, ce que je propose, c'est que chaque fédération de chaque sport amateur, alors évidemment sport amateur, parce que bah, à côté de ça, j'ai des potes qui sont en centre de formation de rugby, qui gagnent leur vie depuis qu'ils ont 16 piges, et qui ont jamais rien payé pour s'entraîner. Hmm. Nous, nous, chaque année, on paye notre licence, on paye nos fringues, on paye nos engins, on paye. Et encore, enfin, moi, j'étais licenciée au club de Nice, j'avais droit à des aides du club annuelles. Mais ça représente, si ça représente 5 000 € sur l'année, c'est le grand maximum, tu vois. 5 000 € sur l'année, Ouais. tu vis pas, puis tu payes pas ton loyer avec. Enfin, Non, clairement, ouais. c'est pas du tout des aides avec lesquelles tu payes ton loyer et ta bouffe, parce que c'est des aides sur facture, c'est sur remboursement de frais, etc. C'est comme les aides de la Fédé. Si tu n'es pas en Ligue Pro, et la Ligue Pro, ça concerne des athlètes qui sont soit médaillés en championnat d'Europe, soit dans les 8 meilleurs au classement des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Et là encore, bah, pour accéder à un tel niveau, il faut du temps. Surtout en plus dans des disciplines comme le lancer où le niveau européen c'est le même niveau que le niveau mondial, clairement. Mais enfin, tout ça c'est des petites choses où si chaque fédération, chaque discipline donne une liste de potentiels olympiques en disant ok, bah, dans 4 ans il y a les Jeux de Paris, enfin je trouve qu'il aurait fallu le faire avant, mais voilà, dans 4 ans il y a les Jeux de Paris, il y a cette liste-là, il faut qu'on donne à ces jeunes-là, je sais pas moi, 500 balles par mois d'aide pour le loyer et la bouffe. Parce que les APL, elles te répondent que t'as ton diplôme de kiné, que c'est pas parce que t'es sportif de haut niveau que tu peux pas travailler et que du coup, il n'y a pas de raison que t'aies droit aux APL. Non mais voilà, enfin, t'as ni le droit au RSA, ni le droit aux APL, ni droit... parce que, mais madame, vous avez votre diplôme de kiné, pourquoi vous travaillez pas, quoi? Mais je travaille, en fait, mais je travaille pas assez pour... Enfin, voilà. Oh là là, ce C'est sujet, c'est très frustrant, tu vois. ça me tend. Tu vois, et Et à après, côté de ça, t'entends. on a des exigences énormes sur les Ouais, c'est ça, performances. Après, on les regarde exactement. à la télé, on dit mais quelle merde celui-là. Ouais, Oh, non, mais ça même, m'énerve. même d'un point de vue politique, tu vois, on te dit que globalement, alors je sais plus à quelle occasion c'était, tu vois, Macron qui annonce que les résultats de la France à Tokyo sont très insuffisants. Tu dis, bah ouais, en fait, faut juste se donner les moyens de ses ambitions, quoi. Quand t'entends des trucs, attends, moi j'ai reçu des athlètes d'équipe de France d'escrime qui Ouais. m'expliquent que si elles sont pas, alors je crois que c'est les deux meilleures françaises qui sont prises en charge pour leur déplacement. Autrement, si tu veux participer, donc tu es en équipe de France, tu es sélectionné pour aller, je sais pas, faire un championnat au Canada, tu payes ton billet d'avion. Non mais Putain. sans déconner quoi, c'est Oui, tu vois, hallucinant. c'est encore. Tu vois, je me plains, mais c'est encore pire. Non mais tu te rends compte, c'est fou quoi, c'est aberrant, aberrant. Tu Ouais. dis mais et à côté de ça, tu as des pays, on se dit ah ouais mais comment ça se fait qu'ils ont autant de médailles? Bah parce qu'en fait ils ont bien compris que pour pouvoir être sportif de haut niveau, faut avoir du temps, faut dégager de la charge mentale et que un C'est des ça. plus gros points de charge mentale bah, en fait, pour le commun des mortels, c'est l'argent quoi. Bah Donc ouais, non, mais c'est le tout, tu vois. stress, mais le stress de se Bah ouais. projeter, enfin, tu vois, t'arrives à un âge quand t'as entre 20 et 25 ans, c'est le moment où se construit ton avenir. Enfin, t'as l'impression, c'est aussi la pression sociale, c'est aussi tout ça, hein, mais moi, tous mes collègues qui ont été diplômés en kiné en 2014 avec moi, ils ont acheté un cabinet, ils ont acheté un appartement, alors moi j'étais là à calculer mes années à zéro, quoi. Genre, alors il y aura ça de revenus, alors il faut que j'arrive à faire ça de dépenses pour que ça fasse zéro à la fin de l'année, que je doive d'argent à personne. Mais épargner, acheter un appart, investir dans un cabinet, c'était des trucs, c'était inenvisageable. Ouais. Et donc après, bah, quand t'arrêtes et que tu fais le point sur le temps que ça t'a pris et les moyens et tout, tu te dis, je peux pas dire que j'ai des regrets, hein, mais c'est frustrant, quoi. Ça reste une frustration. Et Ouais. j'espère que pour les jeunes suivants, il y a vraiment une partie de moi qui espère vraiment que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'on va faire un pot commun, tu vois, parce que tu me parles de l'escrime, le judo, il y a des sports comme ça où on entend parler bah, l'année des Jeux, bon le judo peut-être un peu plus, parce que bah, y a des mecs comme Teddy Riner qui donnent une clarté sur ce sport et c'est génial, mais on en entend parler très peu finalement en dehors des grandes échéances. Euh,
Et il y a d'autres sports comme le handball, pardon, le basketball, le football, et tout ça, on pourrait faire un pot commun. J'en sais rien, on fait un pot de moyens communs et on redistribue pour que toutes les disciplines soient aidées. Parce que des mecs qui jouent au hand en équipe de France, qui sont multiples médailles mondiaux, mais pétard, j'espère vraiment qu'ils gagnent très correctement leur vie, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils gagnent aussi leur vie en club à l'année, et eux, ils ont peut-être pas besoin d'être aidés par le CNOSF au même titre que les escrimeuses qui vont faire un podium au jeu aussi, hein, Ouais. mais qu'il reste, enfin, si après pendant 4 ans, elles doivent se débrouiller, enfin, voilà, je trouve qu'il y a peut-être moyen de faire des trucs, mais les réponses, je Ouais. les ai pas. Non, mais c'est sûr, j'allais faire une réponse. Évidemment, tout est plus complexe que ce que j'allais dire, mais tu vois, si on réallouait ne serait-ce que, je sais pas, 50% du budget jet privé de la Fédé de foot pour aider les Ouais. autres fédés à juste se déplacer ou acheter du matos, peut-être que ça ferait déjà une grosse différence, tu vois. Mais bon, Oui, mais les revenus voilà. de la Fédé de foot, ils sont pas démérités non plus, tu vois. Non, bien sûr, mais bon. Mais par contre, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un état d'esprit, c'est du sport amateur, moi, j'ai rien contre un Kylian Mbappé qui gagne des millions et qui rapporte des millions et qui paye ses impôts en France et que, enfin, voilà, moi, je trouve ça génial et je pense pas qu'il faille lui prendre de l'argent à lui pour le mettre ailleurs. Mais par exemple, le football, c'est du football masculin et du football féminin. Est-ce que la Fédé nationale de football, quand elle rémunère ses joueurs, pourquoi elle rémunérerait plus ses joueurs hommes que ses joueurs femmes? Après, en club, que les clubs attirent plus de spectateurs, etc., c'est une chose. Mais la Fédé, qui est une structure publique, enfin, il me semble, associative au moins un peu, ou enfin voilà, elle devrait équilibrer justement entre les besoins. Plus entre les besoins qu'entre finalement exactement ce que rapportent et ce que remplissent comme stade les mecs par rapport à ce que rapportent et ce que remplissent Hmm. comme stade les filles. Parce que t'as envie de rayonner au niveau international, que ce soit en masculin ou en féminin. Et les hommes, en général, ils gagnent des revenus suffisants dans leur Ouais. club. T'as pas besoin de leur mettre des primes 10 fois supérieures à celles que tu mets à tes sportives. Et tous les sports olympiques, faire un pot commun, un pot commun comité national olympique et que quelles que soient les disciplines, tout le monde puisse s'en sortir, quoi. Pas rémunérer tout le monde à la même échelle, mais que tout le monde puisse s'en sortir correctement. Que les gens soient pas en mode survie. Tu vois, dernier exemple, et après, closons ce chapitre qui est vraiment Oui, le temps. Mais j'ai eu un invité qui s'appelle Yannick Matégisek, qui est triathlète. ouais. Tu connais un peu les Le disciplines triathlon? dans le triathlon, ouais, Le sprint ou Ironman, enfin, enfin tout ce qui oui, est voilà, licence je connais un peu Ironman, le etc. long, le Voilà. sprint, ouais. Ben, en gros, en étant amateur, il avait le niveau, enfin, il a fini dans les premiers amateurs à Hawaï, donc Ouf, au championnat ouais. du monde licence Ironman. Mm. Le gars, en fait, il est policier la nuit, quoi. Et ouais. Tu vois. Donc le mec s'entraîne la journée, mais littéralement, hein, il se réveille à 8 9 heures, il s'entraîne, il dort un petit peu en fin d'après-midi, et puis il attaque son service à 20 heures. Et ouais. Voilà. Et il fait ça depuis plusieurs années, quoi. Et le mec est parmi les meilleurs au monde en triathlon longue distance, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, chaud. Mais bon, Et bref, en tout cas, ce qui est sûr, on n'a pas de piste de solution. Et évidemment, tout est plus compliqué que juste une conversation sur un podcast. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le constat est là. Il y a quand même un gros souci de moyens dans le sport de haut niveau. il y a des Et choses à faire, il y a des voilà. choses à Moi, je faire. dis Et pas qu'il disons que faut qu'on gagne notre vie. Et encore, attends, il y a un truc génial qui s'est passé, et c'est quand même. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, je crois, ça a été enfin, en tout cas, c'était rétroactif, mais tu peux déclarer les années où tu as été sportif de haut niveau sur liste comme des années, comme des trimestres travaillés. Donc, donc moi, comme ça, j'ai gagné quand même quelques années retraite. Tu vois, ok. quelques trimestres retraite. Grâce à mon mec qui est très fort en administratif et qui m'a fait tout mon dossier. Mais ouais, déjà, ça, c'est pareil, c'est un poids Ouais, qui s'enlève un peu parce que quand ouais. tu fais le point, quand tu te remets à travailler à plein temps et que tu fais le point sur les années que tu n'as pas travaillé à temps plein, ça fait mal, quoi. Ouais. En tout Voilà. cas, tu n'as pas travaillé en mode salariat, emploi, parce que Oui, oui, tu voilà, travaillais exact. en tant que sportif de haut niveau. Mais enfin,
C'était une Moi, occupation à temps plein, je veux dire. voilà, moi j'ai toujours travaillé comme kiné à côté. De toute façon, j'ai Ouais. toujours été obligée de travailler à côté, mais pas à temps plein, ce qui fait que tu comptes pas des années complètes. Enfin, voilà. Ouais. Bon, ce sujet étant clos, je te propose de passer sur quelque chose de bien plus positif et riche en émotions et je pense en grosse dose d'inspiration. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur Rio, parce qu'on en a parlé un peu rapidement du format, tu vois, de l'épreuve, de l'attente, etc. Mais c'était quand même un rêve qui est devenu voilà, qui est devenu assez clair en 2012. Donc 4 ans plus tard, tu t'y retrouves en faisant les minima quelques mois avant seulement. Euh, c'est quoi le moment de ces jeux qui t'a vraiment le plus marqué positivement? Est-ce que ça a été la cérémonie? Est-ce que c'était l'avion pour y aller? Il y en a un en particulier qui t'a vraiment chamboulé? Ah là là, tu vas pas aimer ma réponse. Aïe. Bon, alors quand tu dis que quelques mois avant, pour le lancer de javelot, pour Rio, les minima, c'était à partir de la saison estivale. D'accord. Donc de toute façon, les performances que j'avais fait l'hiver, j'avais fait 61 mètres 72 l'hiver, cet hiver-là en 2016, ça me sélectionnait pas, même si j'avais été D'accord. dans les quotas et tout. Donc c'était à partir du mois d'avril, il me semble. Donc je les ai fait en mai, je les ai fait plutôt très tôt, moi, les minima cette année-là. Mais il faut savoir que quand c'est à l'étranger, donc peut-être parce que c'était loin, mais je pense que c'est tous les Jeux Olympiques pareil, tu n'es invité sur le village olympique que 3 jours avant ton épreuve. Donc, l'athlétisme étant la deuxième semaine, il n'y avait aucun athlète dans le défilé de cérémonie d'ouverture. Il y Ah, avait beaucoup d'autres sports, mais nous n'étions pas invités à la cérémonie d'ouverture. Et ça, c'est vrai que moi, comme tout le monde, hein, quand je regarde les Jeux, ça me faisait un peu rêver de rentrer derrière mon porte-drapeau dans le stade, voilà. Mais non, c'est pour ceux qui sont présents la première semaine. Donc je pense qu'à Paris, ce sera différent parce que c'est Paris, et tant mieux. Mais moi, j'ai pas fait la cérémonie d'ouverture. Et la cérémonie de clôture, il pleuvait des seaux d'eau. Et du coup, on s'est perdu. C'est-à-dire qu'on a été séparés en plusieurs petits groupes. Donc on n'est pas tous rentrés derrière Teddy. Mais c'était très sympa parce que j'étais avec Ronald Alvini et d'autres perchistes et on a passé un très bon moment à la cérémonie de clôture. Mais il pleuvait des seaux d'eau et on devait s'asseoir dans le stade sous la pluie et il y a un paquet d'athlètes qui sont partis parce que c'était pas tenable. Donc j'ai pas un super souvenir de cérémonie, ah mince. voilà. Mais c'est plutôt très drôle quoi, voilà. Après, du coup, ben, mon compagnon de l'époque, moi, faisait du lancer de poids et il voulait aussi, enfin, on avait le même projet de se sélectionner ensemble au jeu et puis il s'était pas qualifié. Donc c'était un peu compliqué dans notre relation, ça a été un moment un peu compliqué que je me qualifie moi et pas lui. Mais il est venu quand même à Rio avec mon entraîneur, donc Magali, son mari et ses enfants. Ils avaient loué un appartement à Copacabana. Donc je suis allée passer quelques jours avec eux à Copacabana et il y avait aussi mes parents. Donc ça fait partie de mes meilleurs souvenirs des jeux, ces moments partagés avec eux. Et, euh, et ensuite, j'ai quand même été voir la finale du handball masculin. Bon, qu'ils ont perdu, mais c'était un très beau moment. Euh, j'ai été voir la finale du javelot masculin avec le jeune Allemand avec qui, du coup, après, je me suis entraînée pendant 4 ans, qui a fait quatrième à ces Jeux Olympiques-là. Et c'est Johannes Vetter qui, là, dernièrement, va quand même un peu mieux, mais surtout, enfin, ça reste le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps avec 97 mètres 77. Donc, c'est un très, très, très grand lanceur aujourd'hui. Donc, c'était voilà, des premiers souvenirs d'amitié aussi avec Christina Obergfell, son mari, qui est devenu après du coup mon coach pendant 4 ans. Donc ça a été, voilà, mes souvenirs des jeux, c'est un peu mitigé, surtout que je me suis fait larguer en rentrant, donc voilà. J'ai pas beaucoup de très bons souvenirs de Rio. Je garde de cette expérience olympique surtout le fait de m'y être qualifiée et cette journée où j'ai battu le record de France qui a été un super souvenir. Mais après, c'est les premiers Jeux Olympiques dans un pays en voie de développement. Donc, la qualité des installations, notamment au village olympique, était quand même
c'était un peu difficile. Mais après, quand tu vois les favelas autour, forcément, tu te dis, c'est déjà, c'est déjà une énorme chance et ça fait quand même très bizarre de faire ce trajet en bus et de voir voilà, ce qu'il y a autour. C'était moins le rêve ultime qu'on m'avait décrit de toutes mes copines qui étaient allées à Pékin et à Londres. Et, et du coup, tous les grands athlètes, donc bon, j'ai croisé Usain Bolt, j'ai croisé quelques basketteurs, mais finalement très peu, parce que comme le village n'était pas tellement terminé, il y a beaucoup d'athlètes qui sont allés loger à l'hôtel. Ah ouais, carrément. Donc ouais, bah ça fait pas partie des trucs dont on a beaucoup parlé, parce que bah, tu vas pas dire que le village il est pas à la hauteur de ce que t'attends, c'est très égoïste, c'est vraiment un truc, moi je te donne juste la vision très égoïste d'une athlète qui se dit Waouh, je rêve des jeux, je vais vivre un truc ouf, et là t'arrives au village, c'est vrai que les gens te disent au bout d'une semaine bon bah un tel il est parti, un tel il est parti, un tel il est parti, parce que c'est vrai que bah, les chambres c'était compliqué, c'était pas fini vraiment, la cantine c'était pas terrible, alors qu'on m'avait vendu le truc comme tu verras le restaurant des jeux c'est comme si tu mangeais au meilleur italien, au meilleur japonais, au meilleur machin, et en fait ouais c'était. Mais bon, j'ai partagé plein de moments géniaux avec les filles de ma chambre. On a quand même beaucoup ouais, échangé de chacune nos disciplines, nos expériences et tout. C'était vraiment, enfin, ça restera des moments inoubliables, quoi. Mais il restera toujours cette frustration parce que moi, je suis partie de Rio, du coup, avec cet entraîneur allemand. Bon, enfin, je suis partie de Rio, je me suis fait larguer. Du coup, j'ai quitté Boulouris parce que mon entraîneur et son mari ont plutôt pris parti pour mon ex. Donc, je me suis retrouvée à Montpellier, je me suis dit j'arrête. Et là, les Allemands avec qui vraiment j'avais créé une relation amicale hyper cool m'ont dit mais nous, tu viens t'entraîner quand tu veux. Donc, j'ai commencé à aller m'entraîner en Allemagne, enfin, j'ai continué à aller m'entraîner en Allemagne. Là-bas, j'étais un peu kiné, un peu sparring partner, un peu, donc ça me permettait financièrement de m'en sortir. Et, euh, et là, le coach, il m'a dit, Mathilde, le potentiel pour faire plus de 65, tu l'as. Par contre, ben, tu vois, je te parlais de puissance. Toi, tu as tendance à jouer plus sur l'élasticité et la vitesse. Moi, je pense qu'il faut que tu te crées une base de force supplémentaire parce que ta régularité, justement, en grand championnat et dans ces temps d'attente-là, elle va venir d'une base de force supplémentaire qui va faire que même si tu perds un peu d'influx nerveux, tu seras régulière au-delà de 60 mètres et tu feras des jets à plus de 65, quoi. Voilà. Donc le deal, ça a été d'augmenter énormément ma charge de travail en muscu, alors que je détestais la muscu, et d'augmenter suffisamment ouais, ma force. Sauf que ben, je pense que émotionnellement aussi, ça a été compliqué pour moi de quitter Boulouris, de quitter tous ces projets-là qui n'ont pas abouti et du coup, bah, pendant 2 ans, j'ai eu pas mal de pépins physiques, notamment des douleurs importantes au tendon d'Achille, donc j'arrivais pas à me dépêtrer. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait trop de perf, j'arrivais pas à courir, c'était hyper frustrant parce que en même temps, j'apprenais plein de trucs en Allemagne et je progressais énormément sur le travail de l'épaule, le haut du corps et tout. Mais bah, du coup, quand tu peux pas courir et que tu t'entraînes beaucoup, tu fais aussi une grosse charge d'entraînement en muscu sur du travail qui est peut-être moins explosif que tu devrais. Et quand j'ai commencé à pouvoir recourir, je me suis pété l'épaule. Ah ouais. Donc en 2018, je me suis pété la coiffe. Donc le projet c'était faire plus de 65 et viser un podium à Tokyo et franchement c'était vraiment le projet. Enfin voilà, moi j'ai vraiment la chance de m'être entraînée avec un mec que je considère vraiment comme le meilleur entraîneur du monde. Pour moi, Boris Oberkfell, c'est Boris Henry qui a lancé plus de 90 mètres au javelot. C'est vraiment un des meilleurs entraîneurs du monde, que ce soit humainement, techniquement, tactiquement. Il est tout le temps en train de bouquiner pour se mettre à la page sur la préparation physique. C'est vraiment quelqu'un de hyper enrichissant et qu'un mec comme ça me dise tu vaux plus de 65 au Jave, on va construire ça. Il a entraîné le seul gaucher qui a été champion du monde. Il a entraîné sa femme, c'est avec lui qu'elle a fait son titre de championne du monde. Il a entraîné enfin il entraîne encore Johannes Vetter. Et c'est avec Boris qu'il est devenu champion du monde et qu'il a fait ses perfs incroyables. Donc vraiment c'est quelqu'un. J'y croyais en ce qu'il me disait et il y croyait aussi. Et donc, voilà, ça reste beaucoup de travail effectué pour une frustration de ne pas avoir explosé mon record de France parce que je pensais jamais que 63,50 m, ça reste mon record. Donc voilà, je considère pas que ce soit une très bonne perf. Je pense que ça va être vite battu parce que plus de 65, c'est accessible en fait. Voilà. Donc décision d'arrêter, c'était en 2020, c'est ça? Ouais, Et je me fais, ouais.
Ça s'est passé comment du coup quel rapport avec cette blessure de 2018 s'il y en a un? Bah, Et je me suis pété la coiffe. Ah pardon, vas-y. non, Je non, te bah, coupe la j'allais parole. juste te dire, tu vois, comment est-ce qu'on en a enfin, comment est-ce que tu en es arrivé du coup alors qu'il y avait cet objectif, enfin, que l'objectif pour Tokyo était là, bien installé? Comment est-ce que tu en arrives à prendre cette décision? Bah, je me pète la coiffe. La coiffe, t'as en gros, je schématise, hein, mais t'as en gros 4 ou 5 si tu comptes le long biceps muscles qui rattachent ton bras à ton épaule, enfin ton bras à ton corps, pardon, et qui constituent du coup un espèce de manchon de 4 muscles qui viennent fixer ton épaule. Et j'en ai pété 3 sur 4. Donc c'était un peu une grosse chirurgie. Et d'espérer derrière relancer le javelot avec les amplitudes articulaires que ça te demande et tout, c'était déjà un gros challenge. Mon chirurgien qui m'a opéré à Montpellier, Yannick Roussan, a été juste génial parce que même pendant l'opération, on discutait de dans quelle position de rotation exactement il me réinsérait les muscles pour essayer de ne pas perdre en rotation externe. Enfin, c'était voilà. Donc après, pendant 2 ans, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer de récupérer mon physique à 100%, mais j'ai jamais retrouvé cette même élasticité d'épaule. Et je pense que ça s'explique un peu physiquement. Enfin, quand tu coupes un tendon et que tu le rattaches, il est forcément plus court, donc aller retrouver ce même chemin d'accélération, c'est peut-être compliqué. Le lancer de javelot, c'est le seul sport de lancer, bon avec le baseball, mais eux ils ont pas de course d'élan, où quand tu fais ton geste, tu as un appui au sol, au hand, au volley, quand tu smatches, quand tu serres ou quand tu lances ta balle, il n'y a pas d'appui au sol. Donc Mmh. ton étirement, il n'est pas dépendant de ce dernier appui au sol au javelot, où en plus tu as la course d'élan qui fait que la mise en tension, elle est énorme sur ton épaule. Et donc bah, j'ai jamais réussi à retrouver ces sensations-là. Donc en 2020, il devait y avoir les championnats d'Europe à Paris. Les minima pour les championnats d'Europe à Paris, c'était 58 mètres 50. Je me disais, ok, bon, c'est pas grave, je retrouverai pas mes 65, mais 58 mètres 50 et finir à Paris, ce serait trop cool. C'est une belle histoire qui s'arrête. Enfin voilà, ce serait un beau point final. Et en fait, bah, il y a eu le Covid, donc ils ont annulé Paris, ils ont reporté Tokyo, et du coup, ben, j'ai arrêté. Voilà. Et tu te rappelles du moment où ça s'est un peu, enfin, où tu as pris cette décision? Clairement, ça a été. Bah, c'était pendant le Covid. J'étais du coup ben, chez moi à Montpellier avec ma meilleure amie, on était confinés ensemble. Euh, Ils ont annoncé que du coup les Jeux de Tokyo étaient reportés d'1 an et les championnats d'Europe de Paris complètement annulés. Et du coup, si tu veux, ça voulait dire qu'en 2020, il allait y avoir des championnats du monde et des Jeux olympiques. Et en 2021, parce que du coup, c'est 1 an sur 2 en fait, championnat d'Europe. Donc ça voulait dire qu'en 2021, ça allait être championnat du monde et Jeux olympiques. Donc les minima allaient être inaccessibles. Clairement, moi j'avais bien compris que je relancerais pas à plus de 60, quoi. Enfin, ça aurait été vraiment très compliqué. Alors peut-être, je m'étais dit dans ma tête, peut-être je fais 58 mètres 50 pour me qualifier pour Paris, et puis j'arrive, et puis c'est Paris, et puis avec l'euphorie du moment et le truc, bah là ouais, je sais pas, mon épaule, il se passe un truc, et je bats mon record. Enfin voilà, je m'étais fait des films, quoi. Mais après, ça voulait dire en 2021 refaire une année à fond pour essayer de se qualifier pour des championnats du monde ou des jeux, donc il fallait faire plus de 65 mètres. Enfin, c'était, c'était, c'était devenu inaccessible. Donc là, j'ai arrêté. Je pense que c'était ouais, pendant un peu à la sortie peut-être du confinement, mais je crois que c'était pendant le confinement. Ok. Donc pas la fin que tu avais imaginée, mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, ça te semble avoir été la meilleure décision que tu puisses prendre à ce moment-là avec les infos que tu avais, la situation dans laquelle tu étais, etc. Oui, j'avais pas tellement le choix. Franchement, Ouais. financièrement, je commençais à plus trop avoir le choix. Euh, et puis, c'est, tu le sens, je pense. Enfin, physiquement, tu le sens quand ça marche plus. J'étais revenue à mon meilleur niveau dans tous les. Le coach allemand, il m'avait présenté les choses comme une pyramide. T'as les bases, les fondations de la pyramide, c'est ta force. Il faut que tu sois un minimum forte en bas du corps. Donc, bon, je schématise, mais squat, soulevé de terre, il faut que tu sois hyper solide. Encore une fois, parce que tu dois être indéformable quand tu arrives sur ton dernier appui avec ton élan. En gainage, en coordination et dissociation haut du corps, bas du corps, il faut que tu sois
indéformable et explosif. Et en haltéro, donc nous c'est surtout le snatch ou le hang snatch, c'est des mouvements, j'étais vraiment revenue à mon meilleur niveau. Après il y avait la force pure des épaules, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir lancer et créer de la vitesse, il faut que tu aies une force de base suffisante, si tu peux pas juste jouer sur ton élasticité, sinon clairement ta coiffe tu l'exploses quoi. Moi comme elle était déjà explosée en plus, voilà. Donc avant les développés nuques et tout ça, il y a beaucoup de choses sur les fixateurs d'omoplates, les abaisseurs, les machins, mais c'est pas des perfs qui sont chiffrés, c'est beaucoup de répétitions, de placements, de postures, etc. Et chiffrer développé nuque, jeté nuque, machin. Ensuite, il y a les G à la balle, parce qu'ils mesuraient la vitesse d'éjection, tout ça. Et tout ça, j'étais revenue franchement bien. On construisait la pyramide étape par étape. Et après, il y a la course d'élan, le travail de bondissement, le travail de coordination du bas du corps, parce que c'est une course d'élan où on court de face, puis après de côté, donc c'est des impulsions successives, mais voilà, la course d'élan est hyper, hyper cool en gel. Et pareil, bas du corps, super sensation, nickel. Mais par contre, retrouver ce moment où quand tu poses ton appui avec de la vitesse, ça crée un étirement supplémentaire par rapport à l'étirement volontaire que toi t'as quand tu vas lancer, ça me faisait mal à l'épaule. Et ça, j'ai pas réussi à. Enfin, j'ai vraiment essayé, mais ça, j'ai pas réussi à l'éliminer, quoi. Ça me faisait toujours mal, et du coup, tu fais peut-être 1 ou 2 jets dans la séance où tu te dis, ah, c'est pas mal, c'est élastique, et puis après, il y a un coup, tu te fais mal, et ton cerveau, il est Ouais. pas con, cette sensation-là, il va chercher à l'éviter, donc voilà. Mhm. Donc là, j'ai compris. C'est vraiment un ressenti. Enfin, moi, je pense qu'on se connaît suffisamment pour se dire, Ouais. ça marchera plus, quoi. Parce que d'un point de vue, et là je m'adresse à la kiné du coup, Ouais. le javelot au niveau auquel tu l'as pratiqué, à l'intensité à laquelle tu l'as pratiqué, ça, c'est évident que ça laisse des traces physiologiquement. C'est-à-dire que j'ai arrêté, donc je t'ai dit 2020. 2022, je me suis pété le tendon d'Achille à gauche. Décidément. Donc mon tendon d'Achille, il m'a fait mal pendant 2 ans. Ça m'a pourri, franchement, ça m'a pourri 2 ans entre 2016 et 2018. C'était infernal. Et là, je me suis pété, mais bêtement. Voilà. Mais je me dis, bon, c'était sûr que ça devait arriver, quoi. Après, j'ai été opérée du coude, de l'épaule droite, du tendon d'Achille gauche. Je m'étais fait les croisés au genou droit, ça avait rien à voir avec le javelot, mais voilà, j'ai des soucis au niveau du dos parce que dès que je me démuscle un peu, je sens bien que ça va pas au niveau de mes lombaires. Et quand j'ai fait une IRM, on m'a dit ah oui, en effet, vous démusclez pas. Donc oui, évidemment, ça laisse. Comme tout sport que tu fais à outrance, il Ouais. n'y a pas un trailer qui a pas des problèmes de genoux, de chevilles, de dos. Voilà, il n'y a pas un triathlète, je pense, qui a pas des problèmes pareils de tendon d'Achille enfin, quand je parle de tendon d'Achille, mais plein de choses, mais c'est vrai que le tendon d'Achille par rapport à la course à pied, et tu cours sur le béton après avoir fait du vélo, pardon, c'est de la pliométrie, et après avoir fait sur un effort très long, enfin, c'est forcément des choses qui sont traumatisantes. Il y a tous les sports à, à haut niveau, j'allais dire, enfin, de toute façon, tous les sports pratiqués en excès, c'est forcément, ça laisse forcément des traces, mais bon, on fera pas des beaux vieux, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai les 2 ménisques fissurés depuis que j'ai 12 ans, je pense. Tous les doigts des 2 mains pétés sauf le pouce. Ah, Ouais, bien ouais, il y le a... judo. ouais. Non, mais c'est comme, en fait, c'est ce que tu dis, c'est comme tout ça. C'est, je pense, passer à Mais une tu sais, il y certaine a, il y a des intensité, gens, il y a des tu... gens qui font aucune activité physique et qui vieilliront plus mal que des gens qui ont fait énormément Ouais, de sport parce que on a aussi cette densité musculaire ouais, qui, et moi je l'explique à mes patients, la seule chose aujourd'hui qui peut soulager une articulation douloureuse parce qu'elle est soit arthrosique, soit parce qu'il y a carrément plus de cartilage, soit parce que il y a, enfin ça, l'usure naturelle, même si elle n'est pas traumatique ou etc. La seule chose qui stabilise une articulation et qui protège vos cartilages, c'est les muscles. Donc il y a que en vous musclant que vous allez prévenir l'arthrose ou en tout cas soulager un peu les symptômes de l'arthrose, mais on guérit pas, d'une arthrose, on guérit pas un cartilage, mais par contre, en stabilisant musculairement une articulation, on évite de solliciter le cartilage trop. Donc
Donc c'est très bien d'avoir fait du sport et de rester musclé. Hmm. Tu, D'ailleurs, c'est une question que je me pose, enfin que je me suis souvent posée. Est-ce que tu as, et là encore je m'adresse à la spécialiste, à la kiné, mais est-ce qu'on a une sorte comment dire, de mémoire de la force, de mémoire musculaire, c'est-à-dire est-ce que finalement tu as un capital musculaire, voilà c'est plutôt le terme, un capital musculaire que tu conserves, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, bah voilà, tu vois, typiquement, tu fais plus, tu fais plus 20, 30 heures d'activité physique pour le javelot, en tout cas, comme tu le faisais avant. Mais est-ce que le capital que tu as développé à l'époque, même si tu en as perdu une grosse partie, tu en gardes quand même un petit peu? Tu vois ce que je veux dire Ah, ou pas? oui, oui, bah je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, je m'entraîne 2 ou 3 fois par semaine. Franchement, 2 fois. 2 fois, je vais à la salle de CrossFit avec mon copain, mais avec ouais, des amis, parce que bah, j'aime bien cette discipline dans laquelle il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui se retrouvent parce que tu passes 1 heure, tu poses ton cerveau et il y a un côté dépassement de soi, il y a un côté, même s'il n'y a pas d'objectif autre, ça fait du bien de retrouver ce type de sensation où tu vas au bout de toi-même pendant 1 heure. Et, mais en faisant 2 fois par semaine, j'ai toujours mes plaquettes de chocolat, j'ai toujours, quand je me retrouve en débardeur quelque part, tout le monde qui me dit «Oh, vous avez des épaules?» Oui, enfin pourtant, ça fait vraiment un moment que j'ai plus envie d'avoir d'épaules et que du coup, je fais plus grand-chose sur mes bras. Mais oui, en tout cas, moi, personnellement, oui, je garde une certaine densité musculaire. Je pense qu'aussi c'est génétique, hein, parce que j'ai toujours fait du muscle facilement. Ok. J'avais mon grand-père qui avait toujours un physique à plus de 80 ans où tu te disais, punaise, je lui fais faire des squats, il avait 85 ans, je lui disais, c'est bien, on a une bonne génétique, quoi. Il y a mon frère qui est naturellement musclé, alors bon, il fait du rugby, il s'entraîne 2 fois par semaine, il est gaulé comme s'il était à la salle de muscu tous les jours, enfin voilà. Il y a une part de génétique, mais je pense en effet que quel que soit le sport que tu as fait, ça existe la mémoire musculaire. Je suis pas une bête de physio, et je sais pas comment ça s'explique, mais oui, bien sûr. Et puis ton métabolisme de base, et puis le Ouais. fait que du coup, ouais, l'appétit, et puis la qualité de ce que tu as appris à manger. Enfin, tous ces mecs qui font, voilà, tu me parles de triathlon, d'Ironman et tout, je trouve ça top parce que c'est des mecs qui ont une hygiène de vie à côté et ils peuvent pas se permettre trop d'écart et forcément, bah, tu, tu vieillis bien, tu Hmm. vieillis mieux. Le sport, important. Bah ouais. Euh, J'avais échangé, j'en parle régulièrement de cet échange que j'ai eu avec Steven Le Yarrick, c'est un ultra-cycliste français qui part faire des défis du genre, il traverse les États-Unis à vélo, tu vois, mais vélo en mode gravel, donc pas sur de la route, juste sur Mhm. des sentiers. Et lui, il était cycliste, alors pas professionnel, mais juste avant, je me rappelle plus du terme, je crois que c'est élite, je sais plus, mais c'est vraiment aux portes du professionnel. Et il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à faire ça, à transitionner en fait, et que apparemment, il m'avait sorti un chiffre qui m'est resté, que on considère que quand tu as été dans le sport de haut niveau pour tourner la page, il faut compter 5 à 6 ans, tu vois, d'un point de vue émotionnel, etc. Retrouver les mêmes sensations ailleurs. Euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus et comment est-ce que toi cette transition elle s'est passée? Là, vraiment, tu vois, vraiment plutôt d'un point de vue émotion. Et ouais, ouais. Ouais, Ben, je pense que l'intensité des émotions que tu vis, c'est difficile de les retrouver où que ce soit. Alors bon, j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas du coup ce repère-là de ce que ça change dans ce que tu ressens et tout. Mais moi, je sais que j'adore mon métier et que depuis que j'ai arrêté ma pratique, mon métier il a pris une toute autre place dans ma vie et dans mon épanouissement personnel. Et je donne beaucoup dans mon travail et ça me fait beaucoup de bien parce que oui, j'imagine que quand tu fais une reconversion comme ça, enfin quand tu arrêtes comme ça le sport et que t'as pas quelque chose enfin tu trouves pas forcément quelque chose dans lequel tu t'épanouis, ouais. c'est d'autant plus difficile. Je pense que voilà, je suis très chanceuse d'avoir choisi ce métier-là et déjà de l'avoir pratiqué encore pendant que je m'entraînais. Et je pense que mon expérience de sportive m'a apporté beaucoup, même par rapport à mes
connaissances en kinésithérapie. Et le fait d'avoir travaillé un peu en Allemagne, un peu en Afrique du Sud, d'avoir voilà, côtoyé des kinés à l'international et d'avoir échangé, enfin, c'est hyper enrichissant. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais je pense pas avoir complètement guéri de... Il y a encore beaucoup de frustration, tu vois, dans ce que je te raconte et tout. Ça, tu me dis ça m'énerve. Ouais, moi aussi, il y a plein de choses qui m'énervent encore. Et je voudrais avoir suffisamment de recul sur les choses pour regarder uniquement le positif et uniquement la chance. J'ai eu énormément de chance. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont consacré du temps, de l'énergie. Ma première entraîneur, mon premier entraîneur d'athlète quand je suis venue sur le stade faire du saut à la perche, j'arrivais de la gym. Mon entraîneur de gym même qui m'amenait à l'athlète avec lui. Ensuite, un mec que j'ai rencontré sur le stade qui était mordu de javelot, qui a commencé à m'entraîner au javelot. Ensuite, des entraîneurs nationaux qui m'ont donné envie de continuer. Ensuite, le groupe de décathloniens à Montpellier avec notamment Romain Barras, Nadir El Fassi, qui m'ont accueilli dans leur groupe comme une petite sœur, alors que c'était un groupe de mecs qui prenaient pas de filles. Enfin voilà, Jean-Yves Cochon qui m'entraînait, du coup Tidiane Correa. Enfin, j'ai plein de noms comme ça à donner de succession de moments où j'ai eu tellement de chance de tomber sur ces gens-là, et c'est ça qui m'a amené à participer aux Jeux Olympiques. Sinon j'aurais pas du tout vécu ce que j'ai vécu. Donc après, il y a aussi beaucoup de frustration et beaucoup de moments où je me dis, punaise, j'ai quand même pas eu de chance, quoi. Mais j'aimerais garder que le positif, et pour ça, je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps. Donc ouais, s'il dit 5-6 ans, je veux bien le croire. Mais je pose la question à chaque fois parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'en parler. Souvent, on a l'image, tu vois, ma question, elle était très certainement biaisée par rapport à ça. On a l'image des jeux, tu vois, les paillettes, c'est magnifique, les grands sourires partout, le sport de haut niveau, tu vois, un esprit sain dans un corps sain, et on parle moins en fait, de tout ce qui est à côté, quoi, et la partie qu'on voit pas de l'iceberg, les entraînements, les galères, la charge mentale, financière, les choix des fédés sur lesquels tu n'as absolument pas la main et qui impactent ta vie, parce que ta vie c'est le sport, et puis la transition, les gestions de blessures, etc. Donc ouais, toujours intéressant de voir comment tout ça est géré, ouais, Par chacun. par Ouais, chacun, je pense exactement. que chacun le vit différemment, mais il y a forcément une trame commune. Il y a forcément. J'aime bien, moi, écouter des témoignages où des mecs, justement, en parlent et partagent leur expérience et partagent leurs difficultés, parce que je trouve que c'est plein d'humilité. Et souvent, en plus, ceux qui le font, c'est vraiment des très grands sportifs qui ont eu une très très grosse carrière. Enfin, là, dernièrement, c'est Camille Lacour qui a partagé un peu Ouais. ses déboires et cet état de petite dépression où c'est dur de mettre des mots comme ça, parce que les gens s'imaginent que forcément des mecs qui ont vécu ça, ils peuvent pas se plaindre, ils peuvent pas être tristes. Enfin, ouais, mais quand ça s'arrête, c'est une petite mort. Ouais. Voilà, après, moi j'ai pas du tout vécu. Enfin, j'ai pas du tout de notoriété, j'ai pas du tout. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu, tu vois, une petite mort ou quoi que ce soit. C'est plus. Je faisais de la gym et mon entraîneur était polonaise et elle nous disait toujours tel travail, tel résultat. Et j'estime que pendant les 4 ans entre 2016 et 2020, j'ai énormément travaillé. Et c'est les résultats qui me manquent, quoi. Pour, euh, pour mettre un point final à cette histoire, pour être sereine, pour tout ça, c'est vraiment le côté de ne pas avoir concrétisé tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai fait comme effort, et la chance qu'on m'a donnée d'aller m'entraîner avec Boris. Enfin, voilà, c'est cette frustration là, mais moi jamais personne m'a regardé à la télé. Enfin, tu vois, Ouais. personne, Ouais. je suis pas, c'est incomparable avec ce que vivent certaines personnes. Mais quoi qu'il arrive, cette sensation d'aller au bout de toi-même, comme tu peux avoir certainement quand tu bookes ton premier Ironman, comme quand tu fais ton record à l'Ironman, comme quand tu fais ta diagonale des fous. Enfin, il y a des challenges comme ça envers toi-même qui sont tellement épanouissants que retrouver ça après quand t'arrêtes, c'est pas facile. Mais Ouais. c'est une autre dimension encore de ces sportifs qui parlent de petites morts, parce que derrière, ils avaient aussi
la notoriété, le financier, le machin, le truc. Voilà. Le sport, c'est une bonne école de la vie. C'est ce qu'on nous répétait souvent en judo. C'est souvent, j'ai l'impression que tous les sports se considèrent comme les plus, tu vois, les plus difficiles, les plus ingrats, etc. Le judo, on nous disait souvent, c'est ingrat en fait parce que, mais finalement, comme tous les sports, tu peux battre, tu vois, quelqu'un 10 fois dans l'année et puis la 11e fois, ce jour-là, bah, t'es pas en forme, voilà, quelque chose va pas et c'était la seule fois de l'année où il fallait pas perdre et tu perds. Donc Et bon, ouais. mais j'ai l'impression que le sport, finalement c'est un peu ça, tu vois, c'est apprendre c'est apprendre c'est une école de résilience en fait, c'est Oui. apprendre. Et c'est en ça que c'est une école de la vie, hein. Enfin, Ouais, moi exactement. aujourd'hui, quand je me retrouve face à des patients, alors je te disais pathologie vasculaire, j'ai aussi eu un des premiers patients que j'ai eu dans ce centre, c'est un jeune qui a eu un accident de moto et qui a perdu ses deux jambes. C'est un traumatisme énorme et il s'est battu de ouf. Aujourd'hui, il prépare les Jeux paralympiques de kayak. Enfin, c'est Waouh. un mec qui a une histoire, voilà, qui a un parcours exceptionnel et qui a une famille exceptionnelle. Sa femme, ses trois enfants, enfin, ils ont été elle a été exceptionnelle avec lui, d'accompagnement, et puis bon, c'est quelqu'un qui est très croyant aussi, ça l'a aidé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui te font te dire, toi, 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 ma fille, et ton petit problème de ne pas avoir concrétisé tes efforts, tu vas bien fermer ta gueule. Voilà. Et là, quand je discute avec mes papis qui, voilà, ils perdent une jambe, puis on leur dit que le sang circule pas bien dans l'autre et qu'ils risquent de perdre l'autre, et puis qu'ils se disent qu'ils vont plus jamais se mettre debout, et de réussir à trouver les mots, trouver l'énergie pour leur redonner confiance, et le jour où ils se mettent debout, et le jour où ils descendent les escaliers pour la première fois avec leurs prothèses, tout ça, c'est des moments, franchement, c'est génial, quoi. Et je pense que oui, mon expérience dans le sport m'a aidé à vivre mon métier aujourd'hui avec ce rôle-là et cette impression dans ces moments de servir à quelque chose et de trouver les bons mots au bon moment. Je pense que ouais, ça vient de ce que j'ai appris et je trouve ça trop cool. Hmm. Pour finir sur une note positive, même si tu l'as déjà bien évoqué, j'ai l'impression que là, tu as réussi, tu t'es trouvé un peu un métier passion. Je pense, tu le disais, comme tu le disais très bien, c'est compliqué d'arriver à vivre les mêmes émotions que ce qu'on a pu vivre quand voilà, on a fait un sport au niveau auquel tu l'as fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te comble dans ton métier de kiné? Tu vois, si on considère que la flamme du javelot, bah, tu l'as éteinte, Mm. euh, qu'est-ce qui fait brûler la flamme tu vois, de ce qui prend le plus de place dans ta vie aujourd'hui? Alors toujours pas mon salaire, hein, parce que je suis kiné à l'hôpital, mais j'ai une demi-heure par patient. C'est un luxe par rapport à être kiné en libéral aujourd'hui, et aux tarifs sécu qui te permettent pas d'avoir du temps avec tes patients. Mais donc voilà, pas mon salaire, mais ouais, non, les gens. Moi j'aime les gens. Je me suis rendu compte que oui, la kiné du sport, ça me passionnait. Oui, quand j'ai bossé sur des épaules de lanceurs de javelot internationaux, enfin en Allemagne hein, surtout, mais du coup, évidemment que tu as l'impression de bosser avec une Ferrari, que c'est juste génial de te dire que tard là tu lui as fait du bien, il a eu des super sensations, derrière il fait une compète, il te dit c'était trop bien, voilà. Mais c'est aujourd'hui, moi j'ai monsieur et madame tout le monde, et dans le regard des gens, ouais, dans les, du coup, enfin, comment on dit, cette reconnaissance qui est pas du tout de la notoriété, hein, mais qui est les gens qui te remercient d'avoir vraiment égayé ne serait-ce que leur journée, t'as l'impression de vraiment servir à quelque chose, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, Génial, c'est ma petite flamme. trop bien. Génial. Eh ben écoute Mathilde, un immense merci. C'était passionnant de découvrir l'univers du lancer de javelot, ton parcours à toi en particulier, tous ces échanges sur la place du sport de haut niveau en France et en tout cas la place que on espère que ça prendra un jour. Ouais. Cette transition que tu as opérée. Si toi, il y avait un message peut-être que tu voudrais faire passer en conclusion, on a échangé sur plein de sujets différents, mais
un message qui, toi, te tient à cœur, que tu voudrais passer à cette audience des frappés, que je te le disais en off, et c'est une Oui, qui audience est en plein active, entraînement. dynamique, voilà, et qui nous écoute très certainement pendant l'entraînement. Bah, bon, déjà, merci beaucoup à toi, Loïc, parce que je trouve ça cool de pouvoir partager mon histoire, mon expérience, ce que j'en pense avec un peu plus de gens que juste mes proches. Et c'est une chance de pouvoir le partager. Et je suis ravie et j'espère que ça apportera quelque chose à quelqu'un quelque part. Mais après, je pense que j'ai dit beaucoup de choses avec un peu de frustration, un peu de négativité, un peu de tout sur le système. Et je pense que chaque expérience est différente et que c'est pas pour l'argent qu'on le fait. C'est le dépassement de soi et atteindre ses objectifs. C'est ce qui rend, c'est ce qui rend la vie intéressante. Donc, quelles que soient les galères, on n'a pas de regrets. Donc, je pense que ouais, il faut vraiment essayer d'aller chercher ce qui nous fait vibrer et d'aller au bout de ses rêves, même si on n'arrive jamais au bout, parce qu'après il y a d'autres rêves. Et voilà, c'est ça qui laisse une frustration à un moment, mais ouais, juste du positif et le fait que le sport ça fait du bien. Et même si c'est sans objectif, même si c'est sans grand challenge, etc., juste comprendre que s'occuper de soi et se faire du bien, c'est capital pour après pouvoir s'occuper des autres. Exactement, voilà. S'occuper de soi pour mieux s'occuper des autres, j'adore. Parfait. Eh ben écoute, un grand merci Mathilde une fois de plus. Très bonne, on est quoi, on est vendredi, donc très bon week-end. Le bonjour à Hugo, puisqu'on l'a pas encore précisé, mais ton copain, c'est Hugo, oui. Que j'avais reçu sur le podcast, Hugo de In Nuts We Trust. Allez regarder, je mettrai les liens. Hugo ouais, qui est, je sais pas, ouais, faut aller écouter l'épisode. Il est crossfitter, violoniste, gestionnaire de forêt, apiculteur à ses heures perdues. Enfin bon, voilà, on s'y perd. Mais, passionné par la nature et passionné, ouais. En tout cas passionnant. Passionné par passionné par la nutrition et très sensible à l'éthique et la planète et très opposé à la désinformation et au marketing de la nutrition sportive aujourd'hui. Et avec son associé Benjamin Boirin, ils sont vraiment hyper intéressants et ils font ça complètement bénévolement et ça lui prend beaucoup de temps. Et du coup, ouais, il ne faut pas hésiter à aller voir. Ouais, allez regarder, le lien sera en description de cet épisode. Merci une fois de plus Mathilde. Merci à toi Loïc. Et bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet échange avec Mathilde jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris autant que moi sur l'univers du lancer de javelot et que ça vous aura ouvert les yeux sur la dure réalité du sport de haut niveau en France. Si vous avez apprécié l'épisode, il y a de fortes chances que d'autres personnes dans votre entourage le trouvent intéressant également, donc n'hésitez pas à leur partager. Pour soutenir le podcast, c'est très simple, vous pouvez vous abonner et laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs, les auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast à partir de 1 € par mois. Le lien est en description, c'est sur Tipeee, tipeee.com, vous cherchez Les Frappés. Et enfin, vous pouvez tout simplement parler du podcast à fond autour de vous pour qu'encore plus de personnes osent se lancer. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on embarque à bord d'un IMOCA, ces mythiques bateaux qui prennent le départ du Vendée Globe.